Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là pour écouter ce que j'ai à dire. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous avez quand même pris le temps de venir ici. Donc, je suis venu vous parler. Vous parler parce que cette année, nous sommes en 2023. Que la Constitution dit que tous les 7 ans, sauf s'il y a un changement maintenant, normalement la dernière élection était en 2016, donc 7 ans plus tard, 2023, on doit avoir une élection. On doit avoir cette élection cette année. 2016 étant derrière nous, il faut qu'on parle de 2023. Je suis donc venu vous parler et pour échanger avec vous, je voudrais parler de 3 choses d'abord. La première, je vais faire un constat avec vous. Ensemble, on va constater quelque chose. Ensuite, je voudrais faire avec vous un rappel. Et enfin, j'aimerais que nous regardions ensemble un objectif. Donc, 3 choses, ce n'est pas beaucoup. Et je vais essayer de ne pas être long. En 2016, d'abord, vous devez vous rappeler que presque 50% des électeurs du Gabon vivent dans l'estuaire à l'heure actuelle. Sur presque 650 000 personnes qui sont des électeurs inscrits, il y a 300 000 à peu près qui sont dans l'estuaire. Donc, si on regarde la situation de 2016, on va faire le constat qu'en 2016, seulement 47%, c'est-à-dire sur 100 personnes, 47 sont allés voter. 53 sont restés assis à la maison en disant ce qui va se passer, je m'en fous, je ne peux pas me mêler de ça. Et alors, finalement, puisque 57% des gens, sont restés, 53% des gens, 53 personnes sur 100 personnes sont restés assis en disant nous on ne vote pas. Ceux qui ont voté, ce sont les 47%. C'est-à-dire, sur 100 personnes, 47 seulement sont allés voter. Je vais faire une petite expérience avec vous. Si on prend 10 personnes, on dit les 3 là sont d'accord avec moi et 7 là sont contre moi. Si on fait un vote, les 3 là votent et les 7 là votent, je vais perdre, non? Oui. N'est-ce pas? Oui. Je perds. Maintenant, si les 3 là sont d'accord avec moi, mais sur les 7 qui sont là, 5 disent nous on s'en fout, on ne va pas là-bas. Les affaires de lancement, on ne se mêle pas de ça. Les affaires du vote, on ne se mêle pas de ça. On ne s'occupe pas de ça. Il va rester à voter combien de personnes? 2 personnes. Et quand on va faire maintenant le vote, mes 3 là qui me soutiennent, ils vont me voter, non? Mais l'autre côté, les 7 qui étaient normaux non compte. Comme 5 n'ont pas participé, 2 seulement vont voter. À la fin, qui va gagner? C'est moi. C'est moi qui gagne. Et pourtant, je suis minoritaire. Mais je gagne. Parce qu'avec le découragement, avec le manfoutisme, les gens qui sont là, qui sont normalement plus nombreux à être contre moi, comme ils ne sont pas venus voter, eh bien c'est moi qui gagne. Et ce sont mes solutions qu'on va appliquer. Puis c'est moi qui gagne. C'est pas ça? Un exemple de ça. Les gens qui ont boycotté les élections législatives, oublions un peu les présidentielles. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné à l'élection législative en 2018 une majorité que même le PDG n'avait jamais eue, à part quand il était parti unique. Le résultat, c'est que les gens qui ont dit nous on s'en fout, on n'a pas voté. Mais les lois qui ont été prises s'appliquent à eux, oui ou non? Quand on dit maintenant que les hommes peuvent épouser les hommes et les femmes peuvent épouser les femmes, c'est une loi nationale, non? Même si vous n'ouvrez pas, mais c'est une loi nationale. Vrai ou faux?
Donc, il y a d'autres lois qui ont été prises comme ça. On dit, à partir de maintenant, c'est comme ça. Les députés qui ont voté ça, ce sont les députés que vous avez boycottés en disant, moi je ne parle pas là-bas, je m'en fous, tout ça là, les affaires du PDG, comme ils ont triché en 2016, je ne parle pas là-bas, et puis ça ne sert à rien, le vote ne donne jamais rien. Les députés qui ont été votés là, c'est eux qui ont fait les modifications que vous voyez maintenant. Donc, si vous l'écoutez bien, boycotter l'élection, ça ne paye pas. Ce n'est pas parce que vous avez boycotté que la loi ne va pas s'appliquer à vous. Ce n'est pas parce que vous boycottez que la loi ne va pas s'appliquer à vous. Par conséquent, lorsque je suis minoritaire, celui qui est à la minorité, il défend sa place, il dit à ses partisans, votez-moi, votez-moi, n'oubliez pas, ne vous découragez pas. Les partisans sont là, ils sont prêts, ils s'en vont. Mais vous qui êtes contre, quand on fait un meeting, vous êtes nombreux, le jour du vote, il n'y a même pas la moitié qui vote. Quand on fait le meeting, c'est plein. En 2016, on a vu ça. Certains meetings, c'était plein. Ah là, vraiment, ça va se faire. Mais le jour du vote, quand on demande aux gens maintenant, pourquoi est-on militaire? Les gens n'ont pas voté parce qu'ils n'avaient pas l'enrôlement. Et ceux qui étaient assistés, qui sont partis assister au meeting, n'avaient même pas en réalité une carte d'enrôlé, donc une carte d'électeur. Je suis toujours dans le constat que j'ai fait avec vous. Ce qui veut dire, premièrement, les gens qui vont assister, les gens qui disent moi je ne participe pas au vote, ils ont déjà voté pour celui contre qui ils sont. Parce que si moi je suis minoritaire, quel est mon intérêt si j'ai 3 voix et il y a les 7 là qui sont contre moi? Je peux tout faire pour les décourager de ne pas voter. Ah, ça ne sert à rien. Vous voyez, j'entends même des gens parler au milieu d'eux. Vous voyez, le vote là, ça ne sert à rien. Bon, j'ai déjà gagné. Ou bien ils vont encore tricher, ça ne sert à rien. Je décourage. Je fais tout pour que vous qui êtes majoritaire, vous soyez découragés de participer au vote. Parce que comme ça, le jour du vote, vous dites, c'est même pas la peine d'aller là-bas, puisque de toute façon, c'est déjà gaspillé. Et le soir du vote, j'ai mes 3 voix qui sont sûres. Mais les 7 qui sont en face, seulement 2 sont allés voter. Et 3 à manger 7. Les gens qui jouent aux cartes là, ah bien, vous savez ce que c'est. 3 à bouffer 7, mais comment c'est 3? Et oui, 3 ou 7. Quand 3 est plus motivé, plus mobilisé que 7. Voilà pourquoi nous devons faire le constat. Et j'ai dit aux gens, je ne nie pas que les autres trichent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de tricherie en 2016. Il y en a même eu beaucoup. Mais ce sont les gens qui s'abstiennent de voter qui encouragent les tricheurs. Parce qu'ils leur donnent leur voix. Avec ce que je viens de vous expliquer, le simple fait de ne pas partir voter, fait que quand on va compter, 1, 2, 3, et en face on dit qui a voté? Lui là, non. Qui a voté? Lui là, non. Finalement, 5 personnes n'ont pas voté ici. Sur les 7, 5 ne votent pas. Alors que c'est eux qui ont la majorité. Comme ils disent, on s'en fout. Mais finalement, 5 étant très important, il n'y a que 2 qui votent. Donc, les 3 là gagnent. Et ils gagnent pour 7 ans. Ou bien pour 5 ans. C'est ça le premier constat que je vais faire avec vous. En 2016, c'est le comportement des gens qui se sont abstenus d'aller voter qui a aidé ceux qui étaient là à faire aboutir leur tricherie. Rappelez-vous ce que je viens de dire tout à l'heure. Libreville, l'estuaire, c'est presque 300 000 électeurs. 660 000 personnes ne vont pas voter. Parce qu'ils sont mécontents. Parce qu'ils disent que ça ne sert à rien. Parce qu'ils disent que c'est la faute. Parce que. Ça fait 160 000 voix en moins. Mais quand on a dit que tout le monde, même les malades, même les adversaires ont voté pour le PDG, ont voté pour le candidat du PDG dans l'autre, oui, ça ne faisait que 90 000 voix. Même si ils avaient utilisé la totalité de 90, 95, même 100 000 voix,
Mais il y a 160 000 voix qui ont manqué à Libreville, qui devaient écraser les 400 000 voix qui se devaient attacher de l'autre côté. Si vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi vous devez aller au vote. Parce que dans un pays, il n'y a que deux façons de prendre le pouvoir. Il y a les coups d'État, avec l'armée, avec les militaires, et puis il y a les élections. Je ne suis pas un militaire. Je n'ai pas étudié les affaires des armées, de fusils, tout ça, machin. Je sais tirer un coup de fusil calibre 12, mais je ne suis pas un militaire. Et puis les affaires des militaires, on sait comment ça commence. On ne sait pas comment ça finit, combien de morts il y a dedans. Donc, je ne peux pas venir vous dire, allez faire le coup d'État. D'ailleurs, les gens qui ont fait le coup d'État, ils n'ont jamais prévenu quelqu'un. Vous vous réveillez, ils ont fait. Ah bon, hein? Vous avez une... Donc, ce n'est pas là-bas. Ce que je vous dis, je suis un citoyen et je vous parle de ce qui est dans la possibilité de chaque citoyen. Un citoyen qui respecte, qui vit dans son pays, vit en respectant les règles de son pays. Et les règles que nous avons, c'est qu'on doit faire une élection à un moment donné. Et cette élection doit venir quand on a atteint 7 ans, puisque c'est le mandat pour l'instant 7 ans. Quand on changera, qu'on dira c'est 5 ans, et l'élection se fera pour les 5 ans. Donc, le premier constat que j'ai fait avec vous, c'est le fait de ne pas voter aide celui qui est en place à rester en place. Celui qui ne vote pas, qui dit que je ne vais pas voter, a déjà voté celui qui est en place, a déjà dit je suis d'accord que c'est que la façon dont on est géré, ça n'a qu'à continuer comme ça. Sauf que la personne n'a pas le courage d'avouer ça. Bon, je ne parle pas, comme ça j'aide indirectement celui qui est en place. Nous sommes d'accord avec le constat là. Vous avez bien compris mon constat, non? C'est clair. Alors je vous fais un rappel. C'est le deuxième point de mon intervention. Un rappel. Une élection, ce n'est pas le moment de s'insulter. Ce n'est pas le moment de s'injurier, de se bousculer, de se prendre au colère, de chercher les cadavres aux autres. Non, ce n'est pas ça. L'élection, c'est le moment où on compare les solutions que les gens apportent aux problèmes que nous avons. C'est ça une élection. À une élection, je viens, un autre va venir, un autre va venir, un autre va venir. Vous devez écouter tout le monde. Absolument tout le monde. Écoutez, assistez, écoutez. L'élection, comme je viens là, ce n'est pas un concours que je vais vous donner la boisson. Parce que si c'est ça, ça veut dire que l'Église a déjà gagné. Ça veut dire que le pouvoir en place a déjà gagné parce qu'il a les moyens. C'est le moment où on écoute ce qui se dit. Et on se dit, quelle est la solution qu'on propose à mon problème d'eau, à mon problème d'électricité, à mon problème de santé, à mon problème d'école, à mon problème de transport, à mon problème de chômage, de travail. Il n'y a pas un problème de chômage, il y a un problème de travail. Voici le moment où on discute de ça. Et on peut écouter chacun en disant, bon, en fait, comment tu vois la question de la formation et de l'école? Comment tu vois le problème de la santé? Comment tu vois le problème des routes? Comment tu vois le problème de l'eau? Comment tu vois le problème du logement? Et chacun présente sa solution. Lui va venir, il présente. Un autre vient, il présente. Et vous devez écouter, écouter, écouter. Écouter en étant lucide. Pas écouter parce que j'ai bien. Je dis, apportez du vin, donnez d'abord le vin. Donnez la bière aussi, donnez encore, donnez. Les gens boivent, vous êtes déjà un peu comme ça. Il dit, vous savez la route, hein, bon, c'est pas un problème, j'ai vous c'est l'espoir, tout ça. Vous dites, ah bon, d'accord. Mais à la fin, quand vous dites, vous avez entendu quoi? Vous n'avez rien entendu. Quelle est la solution que je propose pour le problème de la santé? Quelle est la solution que l'autre aussi a proposée pour la question de la santé? Et quelle est la solution qu'un troisième et un quatrième a proposée pour la question de la santé?
Et cette même question, on peut la poser pour la question de l'éducation, la formation. Comment on fait? Comment on fait pour que les enfants qui sont là trouvent du travail demain? Il y a des enfants qui vont à l'école, qui arrivent en 6e et qui n'arrivent pas à continuer, qui arrivent en 3e et qui ne peuvent pas continuer, qui arrivent en terminale et qui ne peuvent pas continuer, qui vont à l'université et qui ne peuvent pas continuer. Comment on leur fait des propositions pour apprendre un métier et pour être capable de se faire embaucher dans les entreprises? Comment on crée des entreprises pour que ces entreprises créent du travail, créent des emplois? C'est ça que vous devez écouter. Si vous n'écoutez pas ça là, vous allez écouter l'ambiance. Et si vous écoutez l'ambiance, on fait le vote, on vous embrouille. Le lendemain du vote, vous êtes là, vous dites, au fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça là, c'est une question qui ne doit pas exister. Personne ne doit se demander le lendemain du vote, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout le monde doit savoir que quand c'est telle personne qui a gagné, voilà ce qu'il va faire. Si c'est tel autre qui a gagné, il a dit qu'il va faire ça. Et si c'est tel autre, il va faire comme ci, comme ça. Chacun doit présenter sa solution. Et c'est pour ça que je vous ai dit, l'élection, c'est l'occasion d'écouter tout le monde et de faire des comparaisons. Ce n'est pas le moment de dire à quelqu'un qui veut venir faire une affiche que bon, moi je vais faire. Non, ne mets pas l'affiche là. Et je ne veux pas que lui vienne parler. Si tu ne peux pas parler, ça veut dire que tu n'es pas sûr de ta solution. C'est-à-dire que tu as peur que quelqu'un qui est plus solide, qui va dire des choses plus sensées, qui sont plus solides que ton candidat, va dire. Si tu es sûr de ton candidat, si tu as déjà choisi, avant même d'avoir écouté tous les autres candidats, c'est difficile que tu écoutes autre chose. Donc, l'élection, c'est le moment d'écouter tout le monde, d'écouter et de comparer et de poser des questions. Au fait, ce que vous avez dit là, est-ce que c'est vraiment comme ça? Mais nous avons aussi entendu ceci. Est-ce que c'est possible comme ça? Et c'est comme ça qu'à la fin, quand vous serez vous-même, avant d'entrer dans le lieu, vous allez réfléchir en disant, bon, finalement, après avoir écouté celui-là, puis celui-là, puis celui-là, voici celui pour qui je vote. Amen. Donc, c'est ça le rappel. C'était mon deuxième point. Et le troisième, il est simple. Il découle du premier et du deuxième. Le troisième, c'est, quand on regarde la situation de notre pays, on voit le niveau de chômage qu'il y a dans le pays. On est dans une situation où, moi je suis retraité, mais beaucoup de retraités, je les connais, qui ont mis les enfants à l'école, mais les enfants n'arrivent pas à trouver du travail. Ça veut dire que finalement, les parents partagent leur pension avec les enfants, mais quand les parents vont mourir, ces enfants ne vont plus avec quoi? Il n'y a pas de création d'emploi. Ça veut dire que le modèle ne marche pas. Ce qu'on appelle le modèle, c'est l'ensemble des activités que l'on fait pour créer de l'emploi, pour animer la production. C'est-à-dire dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'élevage, dans le secteur de la forêt, dans le secteur de la paix, tout ça là, quand on fait ça, on met ça ensemble. Ça ne crée pas assez d'emplois. Et c'est pour ça que le chômage ne fait que augmenter. On ne le compte même plus. On ne le compte même plus. Et c'est pour ça que nous devons nous poser la question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, l'objectif, c'est de dire, il faut que ça change. Et ça doit changer maintenant. Parce que, quand on fait les pièges, certains d'entre vous, bon, je vois quelques jeunes ici, mais non pas beaucoup vécu au village, mais bon, je vois d'autres personnes qui ont quand même un certain âge, qui ont vécu au village. Et vous savez bien que quand on fait un piège, quand on fait les pièges en forêt, on poursuit un piège, on poursuit les pièges. Parce qu'on sait qu'on attrape quelque chose. Si vous mettez les pièges quelque part, ça ne donne pas. Un jour, une semaine, un mois, 6 mois, ça ne donne rien. Est-ce que vous continuez à entretenir ces pièges? Non. On poursuit, on entretient le piège parce qu'on voit que j'attrape du gilet à cet endroit, donc il faut bien que j'entretienne ce piège-là. Mais quand on n'attrape rien, on laisse. La façon dont nous fonctionnons ne tourne pas bien. Ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que le modèle économique, c'est-à-dire la façon d'organiser les entreprises et la production, ça là, ça ne marche pas. La seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est quelques entreprises qui sont arrivées dans le pays depuis quelques temps
et qui savent faire tout dans tous les domaines. La même entreprise, elle plante le palmier, elle plante le béa, elle fait le porc au Vendo, elle coupe le bois en forêt, elle transporte le bois, elle arrive machin, elle fait l'aéroport, elle fait le port, une seule et même entreprise. Mais qui est aussi, comment dirais-je, qui connaît autant de choses en même temps simultanément pour faire tout partout. Et qui travaille dedans. Combien de Gabonais? L'année dernière, quand nous avons grandi, moi je suis allé à l'école, beaucoup d'entre nous, on nous a dit allez à l'école. Quand on faisait à l'école, avant c'était le certificat d'études. Après on a dit non, le certificat c'est métier. Nos parents ont commencé à chercher le brevet. Entre le brevet. J'ai donné pour qu'on tire le coup de fusil. L'enfant a reçu le brevet et les parents tirent. Voilà, l'enfant a reçu le BPC, le brevet. On a dit non, le brevet c'est métier. Les gens ont commencé à faire le bac. Les enfants sont partis, ils font le bac. Les mamans chantaient et tout ça là. Les parents étaient un peu fiers encore, regarde comme ça, comme ça a reçu le bac. Mais le bac. Les gens ont dit non, ce n'est plus assez. On a continué. Maintenant les licences, ce n'est plus assez. Les masters, etc. L'année dernière, seulement sur le Gabon, l'année dernière, 20 000 bacheliers. Mais les bacheliers là, où sont les entreprises qui vont leur donner du travail? C'est où? Il n'y en a pas. Donc nous avons un problème, et ce n'est pas un problème qui concerne les autres. Hein. Je ne suis pas en train de parler d'un problème qui concerne le Cameroun, ou bien qui concerne la Guinée équatoriale, ou bien qui concerne le Congo, ou bien qui concerne le Sao-Tomé. Non, nous parlons d'un problème qui nous concerne, parce que tout ce temps que nous sommes là, nous avons des enfants, nous avons des à l'école, même les femmes qui sont ménagères, même les gens qui sont des ouvriers simples, chacun met l'argent à la poche pour payer au début de chaque année les fournitures à l'enfant et manger. Pourquoi? Parce qu'on a l'espoir que l'enfant qui fait l'école va trouver un travail. Et c'était vrai pour nous. Moi, je suis fils de personne. C'est ma mère qui m'a élevé, elle ne savait pas lire. Mais quand elle m'a envoyé à l'école, elle ne savait pas lire si j'avais réussi ou pas. Elle m'a attrapé le bras, elle appelle quelqu'un qui passe la route. Viens d'abord. Elle lui montre le bulletin. Mon fils, c'est quoi? C'est marqué comment là? Est-ce qu'il a réussi ou bien il n'a pas réussi? Elle me tient le bras parce que je ne fuis pas. Elle dit, ah, il a réussi. Bon, ça va pas jouer. C'était comme ça. Mais elle ne savait pas ce qu'il y avait dans le cahier. Et ce n'est pas vrai seulement pour nous, c'est vrai pour nous tous. Parce qu'on était les enfants, les parents qui ne savaient pas lire ni écrire. Mais on savait que l'école, c'est important. Mais aujourd'hui, l'école, c'est devenu la voie royale pour aller vers le chômage. L'enfant fait ça, il n'apprend plus les affaires du village, il ne sait ni poser le piège, ni faire, ni faire un filet pour aller pêcher un peu de poisson, ni faire quoi. Il ne sait rien faire de tout ça. Il apprend avec le bic et le crayon, il fait ça, etc. Et après, quand il a dépassé 20 ans, on lui dit, bon, maintenant, tu ne sais rien faire, puisque ce que tu as, tu n'as pas de travail pour ça. Regardez même les petits béninois togolais. Ils ne s'en vont pas à l'école comme les nôtres. Ils préparent les gâteaux depuis ils ont 6 ans. Nous, on a pitié de voir les petits là. Mais regardez les petits béninois d'à 18 ans, qui sait faire les pneus, ou bien qui sait vendre les machines. Il peut employer chacun de nos enfants qui est allé à l'université. Il peut le prendre, il peut faire. Oui. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons un problème. Et ce problème suppose que nous disions, stop, ça va. Nous devons changer la façon de regarder le futur. Et changer la façon de regarder le futur, ça veut dire qu'il faut absolument, mais absolument, que lors des prochaines élections, que les choses changent. Oui, c'est tout ça les conséquences de ce qu'on a en train de faire. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? À mon âge, à mon époque, quand j'avais son âge, aucun enfant ne fumait, ni ne buvait de l'alcool. On joue au ballon, des trucs comme ça, mais aujourd'hui, vous prenez les jeunes gens à 16 ans, ils sont déjà dans le champ, après, ils boivent même les cobolos, ils prennent des choses beaucoup plus fortes que ça, et finalement, ils sont perdus pour les parents qui les ont portés, qui ont dépensé de l'argent, qui ont mis leur espoir que l'enfant que j'ai là, il sera mon assurance pour le futur. On fait les enfants pourquoi? C'est pour ça.
pour avoir une assurance dans le futur que moi-même demain, quand je serai en difficulté, on n'en va pas me soutenir. Et nous sommes dans cette situation. Donc, quand je termine, je dis, il faut que ça change. Et ça doit changer maintenant. La route, quand on s'est trompé de route, quand on va en course, si on se trompe de route, il faut savoir reculer. Et revenir au point de départ en disant, je vais changer de route. La route que j'ai prise là, elle n'est pas bonne. Quand les femmes vont pêcher, comme on faisait la pêche autrefois, elles s'en vont dans une partie de la rivière. Si ça ne marche pas, elles laissent. Elles changent d'endroit. Elles vont chercher un autre bout de rivière en se disant que ça sera mieux ici. Quand les hommes vont à la chasse, si tu marches en brousse 1 heure, 2 heures, tu n'entends aucun bruit d'oiseau, aucun machin. Tu dis la forêt là est mauvaise aujourd'hui. Tu changes, tu t'en vas de l'autre côté de la forêt. C'est ça, non? Oh ouais. Donc, et je conclue avec ça, il faut que ça change. Et ça doit changer cette année. Il faut que vous soyez déterminés. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir d'un autre pays, qui va venir organiser le changement pour nous. Et le changement n'a pas besoin de bagarre, il a besoin de volonté et de détermination. C'est-à-dire, chacun doit être bien conscient qu'on ne doit pas acheter sa voix. Acheter. Si tu vends ta voix, tu as vendu ton futur et c'est de ton enfant et de tous tes enfants. Donc, on ne doit pas vendre sa voix. Et chacun doit aller voter en conscience en se disant, j'ai choisi, j'ai écouté et je pense que ça c'est la meilleure chose. Voilà ce que je choisis. C'est pour ça que je suis venu vous parler en vous disant que je suis candidat. Certains d'entre vous m'ont vu travailler et je pense que je peux faire une proposition différente de ce qu'on est en train de faire maintenant. Je vous remercie.